d'aborder quelques points qui me paraissent importants. Le patrimoine culturel a souvent été considéré comme un bien pour les valeurs qu'il véhicule. Il est admis par tout le monde que le patrimoine culturel a en son sein un ensemble de valeurs consolidées qui le permettent de le considérer comme dépositaire de la mémoire et de l'identité nationale. Mais au-delà de cette première acception, le patrimoine culturel peut être aussi considéré comme ressource. Donc le patrimoine culturel est un bien commun qui peut avoir une valeur économique, en faisant référence bien entendu à la valeur, au discours de valeur qu'on est susceptible de construire autour du patrimoine culturel, et en même temps à la portée de ce discours de valeur sur la partie marchande et la partie non marchande du patrimoine culturel. Donc vous avez toutes les productions à contenu culturel qui consolident un peu la partie marchande, et au-delà de cette première partie, vous avez tous les services liés aux activités culturelles qui gravitent autour du patrimoine culturel qui représente la partie non marchande. Mais pardonnez-moi, est-ce que le choix de ce signe sous-entend une prise de conscience de la part des pouvoirs publics de l'importance de valoriser, de regarder le patrimoine matériel et immatériel sous l'angle économique? Oui, alors votre question est très pertinente. En fait, il nous est paru utile d'organiser le mois du patrimoine de cette année, donc entre le 18 avril et le 18 mai, autour de ce thème de valeur économique du patrimoine culturel. Parce que nous voudrions voir la stratégie du ministère de la Culture se réorienter vers une plus grande opérationnalité du patrimoine culturel sur le plan économique. Le ministère de la Culture est passé par un processus qui a comporté une première phase d'encadrement de tous les métiers de base du patrimoine culturel. Donc j'entends ici les métiers de la conservation et de la protection, mais au-delà de ces métiers de base, il y a, de notre point de vue au ministère de la Culture aujourd'hui, un ensemble de créneaux à investir qui sont intéressants sur le plan de leur opérationnalité économique. Et il y a quelques pistes que nous sommes en train de travailler, sur lesquelles nous sommes en train de travailler, qui nous permettront bien entendu d'entrevoir la capacité du patrimoine culturel à générer de ressources pour lui-même, donc qui serait susceptible d'être réinvesti dans la conservation et dans la protection. Et quelle est sa véritable valeur marchande? Je me tourne vers vous, Hanim Faidi. On perçoit facilement le côté esthétique et la valeur historique de notre bien patrimonial, notre patrimoine national, mais ce n'est pas le cas pour sa valeur marchande, du moins en Algérie. Alors, moi, je voudrais d'abord saluer la crise économique, parce qu'elle nous permet aujourd'hui de débattre sur un volet qui, dans des années de faste, on est totalement passé à côté de la valeur réelle du patrimoine. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une chose? Entre autres, c'est sa valeur marchande, son prix. Si vous avez quelque chose qui est gratuit, vous ne le respectez pas. Si vous ne transpirez pas pour quelque chose, vous ne la respectez pas. Ensuite, il y a au moins deux grands types de patrimoine. Il y a un patrimoine matériel. Voilà, ce sont les vestiges, ce sont les immeubles, ce sont vraiment tout ça. Et puis vous avez un patrimoine immatériel qui est extrêmement complexe, qui va toucher tous les secteurs de la culture, la musique, la peinture, les métiers, les fonds de bibliothèque. Sur les deux volets, nous sommes en plein début de prise de conscience que ce patrimoine est un véritable levier pour énormément de secteurs qui gravitent autour. Je prends un exemple très facile et très simple. Vous ne pouvez pas faire d'urbanisme si vous ne considérez pas votre patrimoine historique. Vous ne pouvez pas développer aujourd'hui une ville moderne si vous ne commencez pas par développer sa ville historique, parce que ce qui est à l'intérieur d'une ville historique, c'est l'ensemble de la culture qui est concentré. Et le fait de savoir qu'on est proche d'un site culturel, y compris les biens immobiliers contemporains, modernes, prennent de la valeur. Donc les effets induits par la valeur du patrimoine sont bien supérieurs à la valeur intrinsèque du patrimoine de lui-même. Ce n'est pas une maison de la Casbah ou de la Souiqa de Constantine qui a une valeur,
c'est ce qu'elle peut générer comme valeur autour d'elle qui va devenir important. Donc cette question du patrimoine va être une question centrale pour relancer des grands secteurs que sont le secteur du tourisme, le secteur de l'artisanat, le secteur de la construction, le secteur de la conservation, les petits métiers, les petits métiers d'artisans d'art, de choses comme ça, etc. Si bien que, effectivement, vraiment pour reboucler, je salue la crise parce qu'elle nous permet de refaire le tour de ce que nous sommes. Mais est-ce qu'on peut faire une étude aujourd'hui? Est-ce qu'une étude a été faite plus tôt autour de cette valeur marchande que représente notre patrimoine national? Non, puisque nous n'étions pas conscients des impacts que le patrimoine pouvait générer sur l'économie et le développement national. Donc en l'absence de chiffres, on ne peut pas réellement... Il y a, excuse-moi de t'interrompre Halim, il y a un ensemble d'indicateurs qui permettent d'apprécier la portée économique de la manière dont on a exploité le patrimoine jusque-là. Je voudrais à ce titre donner quelques chiffres pour partager les éléments de problématisation avec le grand public. Dans les cours 2011, 2012, 2013 et 2014, l'ensemble des sites et monuments en Algérie ont généré quelque chose qui tourne autour de 20 millions de dinars pour des investissements dans un certain nombre d'établissements en charge du patrimoine culturel qui dépassent les 800 millions de dinars. Donc vous avez le décalage entre l'investissement public, encore une fois, dans les métiers de base du patrimoine culturel, que sont la conservation et la protection, et les ressources qui sont générées par cet investissement sur les monuments et les sites. Alors à titre d'exemple encore plus concret, des sites majeurs en Algérie, je citerai par exemple Ypone, qui est lié à la figure de Saint-Augustin, n'a généré en 2014 que quelque chose qui tourne autour de 100 000 à 150 000 dinars, ce qui est tout à fait négligeable. Alors vous imaginez que le travail fait sur ce site et autour de ce site, sur le plan économique, est dérisoire. Donc en fait, on est passé par une période où on a focalisé exclusivement sur la capacité qu'auraient les pouvoirs publics à conserver, à protéger, mais on n'a pas encore admis la portée que pouvait avoir... C'est un investissement. Que pouvait avoir effectivement l'investissement des pouvoirs publics et la capacité des sites et des monuments à générer des ressources. Je pense que c'est l'axe stratégique sur lequel nous proposons aujourd'hui de travailler et de réorienter notre politique pour permettre une plus grande efficience à la conservation et faire en sorte que le patrimoine culturel participe pleinement à l'émancipation économique. Alors, au-delà donc, M. Balhi, au-delà de l'aspect esthétique et historique, une nouvelle approche, celle de l'économie quand on parle de patrimoine. Permettez-moi d'abord de revenir un peu sur cette notion de patrimoine. Parce qu'à un moment donné, je parle surtout avant les années 80, les Algériens n'étaient pas d'accord, il n'y avait pas un consensus sur leur patrimoine. Il y a des gens qui faisaient démarrer l'histoire de l'Algérie après Oqba ibn Nafa. D'autres qui arrêtaient l'histoire de l'Algérie avec Jugurtha et Massinissa. Après les années 80-90, plus ou moins, il y avait un consensus un peu sur nos repères identitaires. Sinon, s'il n'y a pas un consensus, dire que l'Algérie c'est Juba II, c'est le mausolée de Medrassen dans les Aurès, c'est Abalessa, c'est la Chedda, l'habit traditionnel Tlemcen, c'est Juba I, c'est Massinissa. Donc si on s'entend sur nos repères, donc fatalement il n'y aura pas de casse. Et en même temps, pour développer ce patrimoine commun, il faut qu'il y ait du tourisme, ça a existé à un moment donné, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et l'industrie du textile. Par exemple, prenons le cas de ce qui se passe en Égypte ou en Tunisie ou au Maroc, il y a une industrie du textile, donc ça développe un peu tout ce qui est design, décor, on parlait tout à l'heure des babouches. Donc tout ça sous-entend que derrière le patrimoine, il y a d'abord un côté commercial. Je vous donne un exemple. Une gestion intelligente du patrimoine, les Égyptiens ils l'ont bien compris. À un moment donné, il y a, je ne sais pas, j'ai oublié son nom, il est très connu, je crois qu'il s'appelle Fahmy, c'est un égyptologue, c'est un Égyptien. Ils ont une technique pour chaque fois maintenir le suspense, attirer un maximum de touristes pour qu'il n'y ait pas une lassitude. Donc chaque fois, on nous dit, tiens, on vient de découvrir une tombe.
des momies. Ça fait partie de la gestion intelligente du patrimoine, maintenir le suspense, parce que le patrimoine, ce n'est pas que des pierres, c'est quelque chose de vivant. Donc on donne, là il y a du marketing, ça devient un aspect commercial, ce qui n'est pas le cas en Algérie. Vous allez actuellement, le musée de Tingad, il est fermé. Mais est-ce qu'on peut demander justement à un conservateur de musée de faire une opération commerciale? Il n'y a pas que lui. Par exemple, un directeur du musée n'est qu'un maillon de toute une chaîne. Il faut qu'il ait d'abord une stratégie. Une politique. Une politique. Elle n'existe pas. C'est du replâtrage, la restauration. Mais est-ce que cette nouvelle vision prélude justement? Pardon, je vous donne un exemple. À un moment donné, il y avait, surtout la décennie 90, ça s'expliquait. Et puis après 2000, il y a eu une foultitude de festivals. Partout, tu as des festivals. Mais quand tu fais un festival, par exemple, je ne sais pas, un genre musical précis, au mois de mars, alors que pour attirer justement les touristes, et là je parle surtout de nos compatriotes qui sont à l'étranger, les immigrés, parce que ce sont eux qui viennent au mois de juillet, août. C'est là qu'il faut organiser les festivals. C'est cet instant-là qu'il faut valoriser. Mais si tu fais un festival, je ne sais pas, au mois d'avril, qui va venir? Donc c'est de l'argent perdu. Et puis en termes de... Aujourd'hui, si on visite le Louvre, par exemple, on le visite à longueur d'année. En termes de gestion intelligente du patrimoine, tu investis $1 pour en ramener 100. En Algérie, on investit $100 pour en ramener un seul. Voilà donc c'est un problème d'investissement aussi. Bien et de sûr, il faut une financement. stratégie et une politique. Alors, concernant les problèmes ou cet aspect financement, on reviendra sur cette question tout à l'heure. Mais je reste toujours autour de cette nouvelle approche, Monsieur Blicheb, vous qui avez une autre expérience, celle du terrain. Vous étiez conservateur du musée de Médéa. Aujourd'hui, vous êtes au Bastion 23. Est-ce que vous voyez dans cette nouvelle approche une ouverture vers une valorisation du patrimoine sur le plan économique? De mon côté, moi, comme j'étais conservateur du musée de Médéa, donc il y a une expérience qui s'est faite. Donc depuis 5 ans, donc on a essayé d'avoir un musée dans un territoire bien donné, qui est la région de Médéa, qui était un peu une région un peu enclavée, et qu'il fallait un peu mettre des... Vous avez fait de l'excellent boulot d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc on a essayé d'être un peu un musée avant-gardiste par rapport à ce qui se fait dans les autres musées. Et nous avons essayé de mettre une stratégie nouvelle pour la gestion des musées. Notre expérience a fait que je pense qu'il y a des gens qui ont suivi un peu le parcours du musée et qui ont trouvé que c'était très innovant ce qu'on faisait. Et cette expérience a fait que nous avons généré un environnement propice pour l'exploitation ou la gestion du patrimoine dans une région donnée ou dans un site donné nous sommes quand même dans un site historique qui est le Dar Amir al-Khader, le musée de Médéa. Mais est-ce qu'il générait en termes d'argent, est-ce qu'on peut parler d'une possible opération commerciale dans un musée, vous qui avez cette expérience? On peut, oui. Mais sauf qu'il faut avoir les mécanismes pour ça. Il faut avoir le cadre juridique. Le cadre juridique ne suit pas, généralement, il ne suit pas cette approche. Mais à l'avenir, oui. Depuis que le musée est devenu payant, entre parenthèses, est devenu de 20 dinars à 200 dinars, on a remarqué que les gens qui payaient 20 dinars, c'est les mêmes qui payaient 200 dinars. Donc il n'y a pas... Donc il faut passer à 2000. Ben, pourquoi pas? Ben oui. Non, sauf que Et subventionné. Oui, donc quand on parle de musée des médias, nous sommes dans un petit musée, dans une région donnée. On ne peut pas le comparer avec les grands musées d'Alger. Et le public qui paye 200 dinars a besoin d'avoir l'équivalent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va voir dans un musée? Alors, la question qu'on repose à M. Mourad Bouteflika, faut-il revoir notre politique à l'égard de cette valorisation de ce patrimoine, notamment sur le plan commercial? J'ai essayé tout à l'heure... Il parlait d'Hippon qui génère 100 000 dinars par an. Oui, j'ai essayé de vous donner quelques pistes de réflexion. Je pense qu'au-delà de l'entendement que l'on peut avoir du patrimoine culturel, le patrimoine matériel dans sa diversité et le patrimoine immatériel, là aussi dans l'expression
dans la grande expression de sa diversité, de sa multiplicité. Je pense que la première chose qu'il faut interroger, c'est quel peut être l'horizon de l'action publique. Alors, je pense que jusqu'à présent, l'action publique s'est concentrée sur l'effort à faire pour conserver et protéger. C'est une étape qui était essentielle parce qu'on devait non seulement récupérer tous les biens qui ont fait l'objet d'une attention particulière en matière de conservation et de restauration, mais au-delà, on devait aussi faire en sorte de garantir une cohérence, non seulement à la carte patrimoniale d'une manière générale, mais surtout à la carte muséale. Au-delà de ce premier effort qui a été fait, qui a vu la concentration des moyens mis à la disposition du patrimoine culturel par les pouvoirs publics sur les métiers de base, encore une fois, aujourd'hui, on entrevoit une nouvelle fenêtre qui est celle d'interroger l'exploitation du patrimoine culturel dans un sens large pour pouvoir générer des ressources. Alors, ce n'est pas une action qui peut donner des résultats en l'état. Il y a un effort à faire, il y a une construction à adopter. Je parlais tout à l'heure de services qu'il fallait développer autour des monuments et des sites. Aujourd'hui, quand vous visitez un certain nombre de sites archéologiques, même majeurs, parfois vous avez l'impression qu'au-delà de la valeur intrinsèque du site, vous n'avez rien qui vous est offert. Vous n'avez ni guide, ni restaurant, ni boutique de vente de produits dérivés. Alors que normalement c'est toute une économie qui s'installe autour. C'est tout cet environnement qui mérite aujourd'hui d'être pensé, d'être repensé, d'être construit pour pouvoir accompagner le patrimoine culturel. Ensuite, puisque vous avez posé la question tout à l'heure sur les musées en particulier, permettez-moi de vous interrompre le temps d'écouter l'appel à la prière de Salat al-Isha et on revient juste après. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Et on revient à vous, M. Mourad Bouteflika. On parlait donc de loi. Est-ce que faut-il prévoir une nouvelle Je disais qu'il y a beaucoup de réformes à engager, mais j'allais intervenir sur les musées pour en fait partager avec vous là aussi une information qui me paraît importante. C'est que les musées en Algérie se déploient souvent sur des bâtiments qui sont classés monuments historiques.
Donc au titre de cette qualité de monument historique, l'exploitation peut en être confiée à un établissement qui agit sous le contrôle du ministère de la Culture, qui est un établissement dit de gestion et d'exploitation des biens culturels. Donc il a la mission régalienne de gestion et d'entretien des monuments et des sites, mais il a en même temps la mission d'exploitation des biens culturels. Donc le musée, qui est au plan du droit, qui est un établissement public à caractère administratif, peut se mettre en association avec l'OGEBC, parce qu'il s'agit de cet établissement, pour pouvoir procéder à une exploitation permanente et efficace des bâtiments historiques qui abritent la fonction muséale. À ce titre, vous le savez, mais il est utile de le rappeler que plusieurs musées sont souvent, pendant l'année, sollicités pour organiser des événements qui sont donc susceptibles de générer des ressources pour ensuite être versés dans le musée lui-même et l'aider à mieux assumer, à mieux encadrer les tâches pour lesquelles il a été érigé. Alors, Halim Faidi, vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez tout à l'heure un point très important, celui de la labellisation, ou la valeur que peut prendre un bien immobilier lorsqu'il est dans les alentours, aux alentours d'un site historique, comme celui de la Casbah par exemple. Ce n'est pas le cas en Algérie. Ce n'est pas le cas en Algérie parce qu'il n'y a pas de prise en charge de ces questions-là à l'échelle macro. Il faudrait envisager la question du patrimoine, pas seulement sous l'angle du patrimoine ancien. Tout ce que nous produisons tous les jours peut ou ne peut pas, ou peut ne pas rentrer dans le patrimoine. Donc il faut être extrêmement attentif quand on produit quelque chose tous les jours, à se dire, est-ce que demain elle aura une valeur marchande ou est-ce qu'elle n'aura pas de valeur marchande? La question de l'aménagement du territoire, c'est probablement la première échelle politique d'intervention. Je veux dire par là que si nous avons un site historique, par exemple, ou un site patrimonial qui rentre beaucoup d'argent, et il y a la possibilité de créer un aérodrome à côté ou un aéroport. Vous voyez, vous ne pouvez pas développer du patrimoine si vous ne développez pas du tourisme. Il faut une politique touristique autour du patrimoine. Vous ne pouvez pas développer de politique touristique si vous n'avez pas le développement d'une agriculture locale, fût-elle biologique. Vous ne pouvez pas faire de l'agriculture si vous ne déployez pas un peu d'urbanisme dans les bourgs, etc., etc. Donc toutes ces questions sont intimement liées. La politique, c'est quelque chose de global, hein. Et cette question de la valeur des biens immobiliers, par exemple, elle dépend aussi d'un exercice d'urbanisme qui consiste à classer les choses, à hiérarchiser les choses. Et donc la question de la Souira de Constantine, celle du Rsar de Tinimoun, celle de la Casbah d'Alger, elles sont totalement équivalentes. Et aujourd'hui, vous avez une telle spéculation autour de ces sites-là. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, le mètre carré à la Casbah, dégradé comme elle est, il est pratiquement le même qu'Adel Ibrahim, pour parler de deux quartiers d'Alger, alors qu'elle est complètement dégradée. Ça veut dire que dans l'ADN, il y a une conscience, dans l'ADN de l'Algérien ou dans l'ADN de tout le monde, il y a une conscience que se rattacher à son patrimoine, et si possible son patrimoine historique, c'est quelque chose qui est essentiel. Ou peut-être qu'on investit au cas où la Casbah retrouve ça. Je crois que ce n'est même pas un calcul comme ça. Mais la Casbah pourrait être un formidable levier pour l'ensemble de l'Algérie. On ne se rend même pas compte, parce qu'on est encore à traiter des problèmes de fissures. Je vais étayer, est-ce que ça va tomber, est-ce que ça ne va pas tomber? Un des derniers projets, qui date des années 60, sur la Casbah d'Alger, qui est un projet colonial encore, c'était d'installer un centre d'affaires en bas de la Casbah. On partait du principe que si on amenait du capital autour de la Casbah, ce capital, à un moment donné, allait redescendre, allait être déployé autour et bonifier l'espace public. Et comme une espèce de tache d'huile, si vous amenez des tours de bureaux, c'était un projet peut-être un peu utopique, mais je crois qu'il continue à tenir la route sur le principe. Si vous amenez du capital et vous amenez de l'argent, au bout d'un moment, eh ben, il va se constituer autour, y compris dans le territoire protégé, il va se constituer des services, un chapelet de services. Ça va être le photocopieur, ça va être l'avocat, le notaire,
et ensuite le dentiste, puis l'architecte, puis ceci, cela, etc. Et c'est comme ça que les choses prennent de la valeur. Parce qu'à un moment donné, on aura investi quelque chose qui va faire en sorte qu'on va créer un véritable effet d'appel autour d'un site comme la Casbah d'Alger. Donc ce sont des stratégies qui sont complexes, ce sont des stratégies qui sont transversales. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est pour ça que je continue à saluer la crise, parce qu'elle nous oblige à discuter des choses essentielles. Ce qui nous manque, c'est le rapport transversal entre les secteurs. C'est de dire que le patrimoine est dépendant du tourisme, que le tourisme est dépendant de l'économie, que l'économie, elle est dépendante en partie des hydrocarbures, mais encore de moins en moins aujourd'hui. Et donc, ce débat qui va réunir privé, public, formel, informel, il est essentiel dans tous les secteurs. Je ne vois pas pourquoi on débat beaucoup sur l'économie comme si c'était une espèce de science isolée, alors que l'économie concerne également tous les secteurs. Et le patrimoine, mais c'est quelque chose de fabuleux. Vous savez combien il y a de touristes qui viennent visiter du patrimoine en France ou en Angleterre ou en Autriche ou en Hongrie. Donc, la conscience. Prendre conscience que ce patrimoine n'est pas du folklore. Alors, on a eu une politique culturelle pendant une dizaine d'années qui était une politique, j'allais dire, de folklore. Elle a permis, une fois que cette politique s'est terminée, la prise de conscience que le folklore n'allait pas nous emmener loin et qu'il fallait planter des graines. Ces graines sont en train aujourd'hui d'être plantées. Elles n'ont pas été plantées il y a 15 ans. C'est maintenant qu'elles commencent à être plantées. Donc la conscience, c'est le premier atout. Le second atout, ça va être le débat et la définition des choses. On ne peut pas donner une fausse valeur à quelque chose qui n'en a pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai mon atelier qui est à Cheraga, à côté d'un restaurant très connu qui s'appelle l'Auberge du Moulin. Ce n'est pas pour lui faire de la publicité, mais c'est une très très vieille maison, une maison de restauration, j'entends. Elle fait partie du patrimoine local. Quartier. Il y a à côté de ça une fontaine qui a mis 3 ans à être sortie. Il y avait une espèce de bâche, il y avait une espèce de cache, tout le monde attendait ce qui allait sortir. Vous ne pouvez même pas imaginer l'horreur qui est sortie de là. Alors on se dit, mais c'est pas possible. Où sommes-nous ? Nous n'avons plus d'artistes, nous n'avons plus de débat possible sur comment s'exprimer et comment exprimer quelque chose qui nous ressemble et qui est un reflet de ce que nous sommes. Et donc, c'est pour ça que je dis, cette question du patrimoine, elle ne concerne pas simplement le bâti ancien, elle concerne aussi ce qui se produit tous les jours et rentre dans le patrimoine. C'est la responsabilité de qui alors? Le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, les collectivités locales. Là, c'est justement, vous citez... Personne n'est responsable. Et tout le monde, je vais vous dire, franchement, personne n'est responsable. Et tout le monde est responsable. Sauf moi et les gens qui disent depuis 15 ans qu'il ne faut pas faire ça. Et qu'il faut réfléchir autrement. Bah, c'est un peu une boutade ce que je suis en train de dire quand je dis je ne suis pas responsable. Je suis également responsable de tout ça parce que je n'ai pas assez communiqué sur les choses. Et que je n'ai peut-être pas trouvé suffisamment de force pour convaincre. Et Dieu sait que ça fait une quinzaine d'années que nous traitons de ces questions patrimoniales autour... Il faut un objet central récurrent pour redire la même chose et essayer de convaincre sur le reste. Nous avons pris le patrimoine 19e siècle dans toutes les grandes villes algériennes, ce qu'on appelle le patrimoine colonial, qui pour moi n'est pas un patrimoine colonial, c'est un patrimoine de l'époque coloniale, simplement. Et nous avons pris le patrimoine historique, le patrimoine ancien, celui qui définit ce que nous sommes, y compris parfois de manière floue. Hein. Moi, je n'ai jamais habité à la Casbah d'Alger, et pourtant je me sens appartenir à cette ville, mais de façon totalement intrinsèque. Donc, ces questions-là sont absolument complexes. Il ne faut pas qu'on réduise le patrimoine à simplement sa valeur historique. Tout ce que je produis en tant qu'architecte aujourd'hui, parce que je suis algérien et que je le produis en Algérie, il entre dans le patrimoine. Il rentre dans le patrimoine. Mais une fois rentré dans le patrimoine, eh bien vous avez des bonnes choses qui rentrent dans le patrimoine et des mauvaises choses qui rentrent aussi dans le patrimoine. C'est le débat et c'est la définition des choses. C'est le recul de l'imposture et l'avancée des experts dans le débat qui va définir les choses et qui va donner une valeur intrinsèque aux choses. À partir de cette valeur, il faut marketer. Après, il faut vendre ce patrimoine. Il y a des gens qui savent le vendre. En Tunisie, on vend Saint-Augustin. Ouais. On ne le vend pas à Annaba, on ne le vend pas à Sougaras. Mais pourquoi on ne le vend pas à Sougaras? Parce que nous venons à peine de prendre conscience que le patrimoine pouvait être un formidable levier économique, mais il faut développer le tourisme. Pour développer le tourisme, il faut développer la sûreté et la sécurité, et puis ensuite il faut développer le transport en commun, il faut développer les aéroports, il faut voilà, etc., etc. Et ensuite il faut développer un langage.
Le langage, on en parlait tout à l'heure avec Mohamed, et on disait que c'était quelque chose qui faisait partie aussi de notre patrimoine. Nous avons une espèce de créole algérois, une espèce de quelque chose qui nous vient du sabir probablement, et qui est un véritable patrimoine que nous sommes en train de perdre face à des signes qui nous viennent du Moyen-Orient, de gens qui culturellement n'ont absolument rien à voir avec nous, et qui sont en train de nous envoyer une nouvelle culture alors que nous sommes en train de faire reculer la nôtre. Je ne comprends pas pourquoi les femmes s'habillent en noir et en beige alors qu'on a des coquelicots, un mishmash, des cerises, on aime la couleur. Et c'est notre patrimoine. Ce sont des choses dont il faut parler tous les jours, à tous les niveaux dans les écoles, pour produire un patrimoine alors, nouveau. pour valoriser le patrimoine, M. Balhi, il faut aussi d'abord le faire connaître, notamment pour les générations montantes, et c'est la responsabilité de qui? Bon, bien sûr, la responsabilité de l'État à travers toutes les institutions, comme l'école, c'est-à-dire l'école publique, privée aujourd'hui. Mais est-ce que l'école joue son rôle, justement? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que quoique par rapport à... On prend conscience aussi de l'impératif d'algérianiser nos programmes. Il faut qu'il y ait de l'édition, il faut qu'il y ait de livres. Combien y a-t-il, par exemple, de beaux livres sur, par exemple, Ibn Drassen, la route d'Exor, par exemple, sur la Casbah de Delis, qui est en perdition, parce qu'il n'y a pas que la Casbah d'Alger. La Casbah d'Oran, il y a un Casbah Oran. Toutes les Casbahs de Tougourt, Nizla, tout ce patrimoine-là, Biskra, Bjaya. Donc il y a un patrimoine. Il faut qu'il y ait une réconciliation avec nos propres repères. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quoi d'abord être algérien? C'est une question fondamentale. Ah oui. Je suis un Algérien, je ne suis pas un Saoudien, je suis un Algérien. Je suis l'héritier de Saint-Augustin, de Juba II, de Aqba ibn Nafi, de la Kaïna. C'est ça être algérien. Je ne suis pas Al-Baz ou Al-Albani. C'est ça qui est aujourd'hui fondamental. Donc l'école a un grand rôle à jouer, surtout l'État, bien sûr, les collectivités locales. Et puis il y a un élément, et je pense qu'il faut baliser le terrain à travers des balises juridiques, c'est le mécénat aujourd'hui. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Allah yazidhum, tu sais, il y a beaucoup d'argent qui ont des milliards et des milliards. Donc comment les attirer pour qu'ils contribuent justement à la préservation de son propre quartier. Ce que disait tout à l'heure Faydi. Justement, il y a une nouvelle approche qui préconise de faire financer l'entretien du patrimoine par ceux qui en bénéficient financièrement. Oui, mais là, c'est flou. Ça fait comme les impôts, ça fait comme un peu une punition. Un directeur de musée, par exemple, devrait être comptable de ses ressources et il devrait récupérer une grande partie de ses ressources pour réinjecter dans la conservation de son patrimoine. Fut-il un musée moderne, hein? Est-ce que vous prévoyez ça, justement? Oui, je donnais tout à l'heure quelques pistes, mais justement, c'est une des pistes possibles sur laquelle, bien entendu, il faut travailler. Il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats, il faut s'attendre à des résultats peut-être à moyen ou à long terme. Ensuite, il y a un autre discours qui, à mon avis, ne doit pas être occulté, c'est le discours des publics. Il faut avoir une politique des publics, ce qui a manqué à nos institutions. C'est-à-dire qu'il faut que les institutions intègrent dans leur plan de travail la conception et la construction d'une véritable politique des publics qui permettrait à ces institutions de s'inscrire dans une perspective d'attractivité au public. Ce qui n'a pas existé, ce qui a manqué à l'ensemble de nos institutions. Il faut créer ce consommateur. Bien sûr. Il faut être capable d'imaginer le consommateur et d'imaginer tout le travail qu'il faut faire pour pouvoir attirer ce consommateur. Pour pouvoir faire en sorte que non seulement le public vienne, mais aussi ait une totale possibilité de jouissance d'un ensemble de produits qu'on est susceptible de lui offrir. Alors, pour cela, de mon point de vue, aussi bien en Algérie que même à l'étranger, c'est évident, il y a des pays développés qui nous ont précédés dans cette façon de faire, dans cette politique. Mais il y a aussi des exemples de bonnes pratiques en Algérie. Prenez le jardin d'essai. Le jardin d'essai est très fréquenté d'Alger. Il a développé un ensemble de services en sens 1 qui sont très attractifs, qui représentent une véritable attractivité et qui par conséquent génèrent des ressources qui sont réinvesties dans l'entretien, dans la conservation de ce patrimoine. De ce patrimoine naturel, mais c'est aussi un site emblématique de la ville d'Alger. Donc il y a à mon avis quelques axes sur lesquels il faut commencer à travailler pour faire en sorte que le patrimoine culturel joue son rôle au-delà des valeurs intrinsèques qu'il véhicule.
joue son rôle sur l'environnement économique auquel il appartient. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec les collègues qui m'ont précédé pour dire que il faut faire en sorte que les secteurs interagissent entre eux, qu'il y ait une politique globale et organique qui prenne en considération la participation de tous. On évoquait tout à l'heure le ministère de l'Éducation. Il y a aujourd'hui une passerelle qui a été construite entre les deux ministères de la Culture et de l'Éducation pour faire en sorte que le discours du patrimoine culturel et de la culture en général soit présent dans les programmes d'enseignement et faire que les élèves soient aussi présents dans les musées. Et faire en sorte que les élèves que les équipes pédagogiques intègrent dans leurs programmes, y compris des sorties pédagogiques de leurs élèves dans les institutions muséales, et faire en sorte que les élèves voient, lisent, comprennent, touchent du doigt, touchent des mains, tout ce qui relève du patrimoine culturel. Est-ce que c'est le cas, par exemple, à Médéa? On revient juste après. Oui, justement, en tant que musée, donc on a instauré un programme à l'année, et dans ce programme, il y a des ateliers pour enfants. Pendant les vacances scolaires, par exemple, on a instauré des ateliers et qui relèvent un peu du patrimoine. Donc on relie le patrimoine avec l'éducation. On fait de sorte que tous les enfants ou les élèves qui habitent autour du musée s'approprient le musée pendant les vacances. Ils viennent avec... je veux dire, uniquement pendant les vacances? On travaille à l'année, mais on a des visites scolaires, mais très, très faibles. Hein. Très timides. Timides, voilà. Mais sinon, nous, on essaie de les approcher avec des ateliers pendant les vacances. Comme il y a un petit vide pendant les vacances, les enfants, ils n'ont pas où aller. Nous sommes à Médéa, il y a des petits quartiers, les enfants jouent autour du musée, mais ils ne rentrent pas. Mais si vous permettez, le saut qualitatif qui a été fait, c'est qu'au-delà de cette activité, on va dire, périphérique ou accessoire, les élèves ou les enfants vont au musée quand ils ont du temps. L'idée qui a été adoptée désormais dans cet accord de coopération avec le ministère de l'Éducation, c'est faire en sorte que les équipes pédagogiques de l'éducation intègrent dans leur programme de formation et d'enseignement le musée. Des cours d'histoire dans un musée. Effectivement, il peut y avoir des mises en scène dans les espaces des musées pour expliquer une leçon. Vous savez, un enfant qui apprend les vertus d'une période historique dans une salle de musée n'oubliera jamais la leçon qui lui aura été offerte, alors que par exemple dans une salle de classe, vous savez, la manière de faire un cours peut être retenue sur le moment, mais l'enfant risque d'oublier tout ça une fois sorti de la classe. Donc c'est ce saut qualitatif qui a été fait, c'est ce que on espère obtenir voir se réaliser dans les prochains mois. Alors, pour résumer un peu ça, Monsieur Faidi, il faut créer le consommateur de demain, et ça commence. Bien sûr qu'il faut créer le consommateur de demain. L'exemple de Médéa est intéressant. J'ai l'impression que je suis arrivé trop tard sur Médéa, puisqu'il vient d'être nommé sur le bastion 23, et sur le bastion 23, je pense que je vais tanner ce monsieur pour au moins donner des pistes d'idées d'utilisation d'un espace patrimonial qui peut générer une véritable économie et des dérivés ensuite de cette économie. Mais je reviens à la question des musées. Je vais vous donner un exemple. Parce que sur les exemples, on comprend très vite parce qu'ils sont réels. Le MAMA, Musée national d'art moderne et contemporain. Okay. On gagne un concours il y a une dizaine d'années, et puis on démarre un projet, et puis finalement il y a une manifestation internationale qui s'appelle Alger, capitale de la culture arabe, qui arrive là-dedans, et puis il faut faire, on va dire, une partie du musée. Et puis on va ouvrir cette partie du musée, et puis c'est très très bien accueilli par le grand public, c'est relayé à l'international, l'Algérie ouvre son premier musée d'art moderne. Donc vous imaginez, nous constituons un patrimoine nouveau. On sait très bien que les musées peuvent ramener beaucoup d'argent, d'accord ? Et on sait qu'ils peuvent générer des métiers autour, des métiers de service, d'accord ? Au bout de 8 mois, nous devions fermer pour terminer complètement le musée, puisque nous étions en train de fonder quelque chose. Il y a un exercice politique qui fait qu'il y a une ministre qui dit on ne ferme pas, on va garder cette grande galerie. On garde cette grande galerie, on nomme un directeur de musée. Donc, alors, on va réhabiliter un patrimoine déjà, qui est un patrimoine de l'époque coloniale, qui étaient les anciennes galeries de France, qui sont devenues les anciennes galeries algériennes. Donc on va
faire revivre un patrimoine. On va lui coller un patrimoine nouveau. Nous nous retrouvons avec un double patrimoine sur le même sujet, dans la capitale, dans la rue commerçante et dans la rue culturelle d'Alger. Il est totalement anormal qu'aujourd'hui ce musée soit fermé. Un mois il est fermé, un mois il est ouvert. Il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'animation. Donc, soit on se dit, il faut changer le monsieur qui gère. Soit on dit, il n'a pas les moyens de gérer, donc c'est nous qui sommes mauvais, mais quelqu'un, quelque part, a la mauvaise orientation. Il y a un maillon faible. On ne sait pas où est le maillon faible. Est-ce que c'est le directeur du musée qui ne fait pas ce qu'il faut, il n'est pas suffisamment dynamique, il ne va pas se battre, il est trop dans l'exécution? Est-ce que c'est la politique culturelle qui a totalement ignoré qu'elle avait un musée d'art moderne? Vous savez, un musée d'art moderne, c'est le premier musée d'art moderne dans un pays arabe et c'était le deuxième en Afrique. Tout le monde n'a pas un musée d'art moderne. Et quand on a un musée d'art moderne, c'est un véritable patrimoine qu'on a entre les mains et c'est une véritable manne économique qu'on peut avoir entre les mains. Je ne comprends pas qu'au centre d'Alger, quand les gens, des étrangers, viennent en Algérie et disent « on veut aller visiter le Mama, on nous a parlé du Mama, on a vu des documentaires, on a lu des choses dans les guides, on veut aller ». Et puis quand ils vont là-bas, on leur dit « c'est fermé, il n'y a pas d'exposition, en fait il n'y a pas de fonds permanents, il n'y a pas de dynamique ». C'est comme si on ne croyait pas au patrimoine et qu'on pouvait développer des très grands discours, mais sur des cas très précis, très pointus, comme le Mama, il y a une véritable... Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est lié à... Et on a le choix, on a toujours le choix. C'est lié beaucoup plus à une politique culturelle, parce qu'il n'y a pas que le Mama. Le musée d'Oran, c'est un congélateur, c'est terrible. Il y a des musées qui n'ont même pas un site Facebook. Il n'y a pas de repères, il n'y a pas de visibilité. Il y a pas mal de musées qui sont fermés le week-end. Et comment vous voulez qu'on développe le patrimoine? Il faut communiquer sur le patrimoine, il faut que nous débattions, il faut que nous parlions, et puis, il faut que nous tirions là, la chose vers le haut. Des fois, et là c'est un détail, mais c'est l'agent de sécurité, le gardien qui décide de la fermeture, d'ouverture de, je sais pas, Tipaza, Timgad, c'est horrible. Donc c'est toute une politique culturelle. Je vais vous dire, un jour, on m'a empêché l'accès. On a empêché l'accès. Juste après avoir laissé monsieur. Terrible, vous voyez. Oui, on est en train de caricaturer un peu. Moi, allez-y, monsieur Mourad. Je comprends tout à fait les arguments de M. Faidi. Il a raison pour revendiquer en fait l'ouverture pleine de ce musée comme il l'a imaginé, comme on aurait tous voulu. Ensuite, il y a des contraintes objectives qui ont empêché peut-être l'ouverture définitive, je fais un lapsus, l'ouverture définitive de ce musée. Mais en fait, je voudrais, avec votre permission, faire en sorte d'élargir un peu le débat. Je pense qu'il y a une réalité. Il y a une réalité qui est évaluée avec un ensemble d'indicateurs, avec un ensemble de paramètres qui permettent de dire, qui permet de dire aujourd'hui, on a fait. Alors il y a des parties où on a bien fait, il y a des parties où on a un peu moins bien fait. Je pense qu'il est utile pour nous de tirer toutes les leçons de ce qu'on a mal fait pour pouvoir rebondir sur ce qu'il faudra faire dans les prochaines années. Je fais mienne la phrase qui a été prononcée tout à l'heure par M. Faidi qui disait « heureusement qu'il y a la crise ». La crise a des vertus. Elle n'est pas... Elle nous réveille. Elle n'est pas à démettre uniquement dans ses aspects négatifs. Elle fait en sorte de vous imposer, de vous poser des questions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, je pense, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de clarté, beaucoup de transparence. Nous avons bien compris que le potentiel patrimonial en Algérie était important, mais qu'il n'avait pas l'impact qu'il fallait. Encore une fois, je voudrais partager avec vous quelques informations. Nous venons de franchir en Algérie la barre des 1000 biens protégés sur la liste du patrimoine national, entre biens classés, entre biens inscrits sur la liste d'inventaire supplémentaire. Le seuil des 1000 biens a été franchi, ce qui est un seuil symbolique par rapport à d'autres pays, peut-être? Oui, c'est un chiffre qui peut ne rien dire du tout. Pour nous, dans la réalité qui nous concerne, nous avons en fait une carte patrimoniale qui a doublé en chiffres, on va dire en 15 ans, d'efforts de classement, etc. Mais ne génère pas beaucoup de choses. Bien entendu, comparativement à des pays qui ont une pratique du classement beaucoup plus importante que nous, ce chiffre peut ne rien dire du tout. Je peux donner l'exemple, par exemple, de la région d'Andalousie en Espagne, qui a 20 000 biens classés. La France a un peu plus de 44 000 biens classés. Bref,
c'est, encore une fois, ce sont des comparaisons abstraites, mais pour la réalité qui nous concerne, c'est un chiffre qui me paraît important. Mais voilà une situation intéressante à analyser, à interroger. Nous avons plus de 1000 biens protégés sur la liste du patrimoine national, mais ce sont 1000 biens qui se déploient sur un territoire très grand, très riche, mais qui ne génèrent pas les ressources nécessaires. Qui Notamment pour les entretenir. Faut-il attendre toujours les pouvoirs publics en temps de crise? Qui n'implique pas cette économie que l'on attend de tous ces biens. Alors, l'effort qui est fait aujourd'hui est un effort orienté exclusivement vers la conservation. D'ailleurs, comme j'ai horreur de la langue de bois, je voudrais dire d'une manière tout à fait claire et transparente que très souvent l'effort est insuffisant parce que nous avons des monuments et des sites qui sont très mal conservés, qui sont très mal entretenus, qui ne sont pas du tout gardiennés, qui font l'objet d'atteintes presque quotidiennement. Donc là aussi l'effort de l'État et des pouvoirs publics doit être permanent et s'accentuer, mais il ne le sera que quand on admettra définitivement l'idée que le patrimoine est ressource pour lui-même. Qu'il faut investir dans l'exploitation du patrimoine culturel. Et ça, ce n'est pas uniquement du ressort du ministère de la Culture, il y a aussi un autre département, celui du tourisme, M. Balhi. Eh bien, on peut faire une comparaison, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre le Mexique et l'Algérie, par exemple. Mais si on prend les statistiques de chiffres en termes de tourisme, il y a plus de 25 millions qui vont chaque année visiter le Mexique. Combien de touristes sont recensés en Algérie? Donc toute la différence est là. S'il y a un tourisme qui se développe, et pour développer ce tourisme, il faut aussi faut qu'il y ait une vraie dynamique. Il faut qu'il y ait à travers l'école, à travers la télévision, à travers les médias, à travers le discours officiel. Je vais vous donner un exemple. Un ministre qui a donné une fois sur sa page Facebook, le vendredi, la mosquée Hassan II, alors qu'il y a bien des mosquées en Algérie, il y a Sidi Boudiane, il y a de belles mosquées à Milan, la mosquée de Sidi Akbar, c'est anormal, c'est absurde. C'est un ministre algérien qui fait de la publicité pour d'autres biens, pour d'autres patrimoines. Ça, c'est absurde. Donc la réalité est là. Hein. Parfois, elle est d'autres problématiques aussi. Alors, beaucoup de secteurs gravitent autour des sites historiques. On paye le même impôt quand on a un magasin à côté d'un site historique comme celui de Tipaza ou quand on a ailleurs. Ce n'est pas une situation normale. Le problème de l'impôt local, il touche absolument tous les secteurs. Il est anormal, même dans un patrimoine qui n'est pas classé, je veux dire, qu'on paye la même chose en centre-ville et à Khlaïsia. C'est quelque chose qui ne va pas. Là, il y a une refonte totale à faire à partir du ministère des Finances sur ces questions-là de la différence de taxes. Il est évident qu'il y a des taxes qui doivent être réinjectées directement dans le patrimoine quand on est dans un site patrimonial. Et voilà, vous ne payez pas la même taxe d'habitation quand vous habitez le Marais à Paris et quand vous habitez en banlieue. C'est extrêmement clair et la valeur de votre bien n'est pas la même. Donc il faut mériter d'habiter dans un site patrimonial parce qu'il a une valeur intrinsèque et puis qu'il a une valeur induite ensuite. Voilà, avoir une boutique de souvenirs dans une Casbah rénovée, c'est un véritable registre de commerce. C'est pas la petite table pour vendre des cigarettes. Aujourd'hui, nous assistons à une autre situation aussi. Alors, beaucoup de secteurs gravitent autour de sites historiques, mais sans pour autant apporter une plus-value financière. Oui, mais je pense que pour répondre efficacement à votre question, je pense qu'il y a deux niveaux de réflexion qu'il faut s'imposer. Il y a des investissements à faire valoir dans le domaine du patrimoine culturel ou dans sa périphérie immédiate. Je pensais par exemple aux outils du numérique. Notre capacité à faire en sorte d'intégrer ces outils dans notre consommation du patrimoine culturel. Voilà une niche importante pour notre pays, parce que cela permettrait à des petites entreprises de s'installer, à des développeurs de contenu de travailler, et donc à toute une économie numérique à s'installer autour du patrimoine culturel. Je veux dire, il est facile pour un jeune
muni de son portable dernière génération, de rentrer dans un musée et d'avoir par exemple une borne interactive avec laquelle interagir et comprendre le bien qui lui est offert en exposition. Mais pour cela, il y a toute une réforme numérique à imposer au musée. Je vous poserai une question, est-ce qu'on peut aujourd'hui télécharger un livre qui n'est plus dans le domaine privé, il est dans le domaine public et qui est dans les fonds de la Bibliothèque nationale comme ça se fait ailleurs à l'étranger? Oui, c'est justement tout le discours qui est déployé par les outils du numérique, qui aujourd'hui représente un levier de développement économique dans le patrimoine culturel. Alors, c'est le premier niveau de réflexion qu'il faut s'imposer. Donc, c'est la capacité à construire des entreprises, des jeunes entreprises avec des jeunes entrepreneurs autour du patrimoine culturel. Donc, ensuite, il y a l'économie, l'économie dans un sens large, avec le tourisme culturel, Donc, pour résumer, un manque à gagner très important qu'on n'arrive toujours pas à valoriser. Pas encore. Pas encore, mais c'est quelque chose qui va venir. Moi, j'ai pas de souci. Je suis optimiste sur ces questions-là parce que le patrimoine, c'est quelque chose de fondamental. Le patrimoine ancien, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose qui attire. Les Algériens ont commencé à voyager à l'intérieur du pays quand le guide du routard s'est intéressé à l'Algérie. C'est quand même incroyable. C'est un guide étranger qui est venu, qui a repéré, bien ou mal, peu importe, mais il a créé un parcours, véritable parcours qu'on peut prendre dans tous les sens. Et les Algériens ont commencé à se dire, tiens, si on allait dans les gorges du Roufi, tiens, si on montait du côté de Tlemcen, tiens, si on allait à Constantine, tiens, si on allait à Timimoun, etc. Parce qu'il y avait quelque chose qui était en train de leur dire, il se passe quelque chose d'intéressant là-bas. C'est l'intérêt de la chose qui est important. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus de guides qui sont de plus en plus précis, qui s'adressent à des gens qui sont de plus en plus experts pour être dans la justesse. Donc, cette politique de communication, elle est insufflée aussi par le privé. C'est là où peuvent intervenir des éditeurs, par exemple pour la promotion du tourisme, des guides pratiques. Bien sûr. Il n'y a pas de beaux livres, par exemple, sur Amazona, sur Tindouf. On ne parle pas de Tindouf. Je vous donne un exemple, allez, puisque je parle de Tindouf. Au Maroc, ils font tout un tapage sur l'arganier. L'arganier, oui. L'arganier, l'huile. L'huile d'argan. L'huile d'argan, le tronc d'arganier. L'arganier existe à Tindouf. Et personne n'en parle. Enfin, personne n'en parle. Enfin, rarement. Le parc culturel, l'office du parc culturel de Tindouf, on a fait une de ces mesures essentielles de conservation. Mais toujours est-il qu'on connaît beaucoup plus l'arganier au Maroc qu'en Algérie. Mais c'est un problème de communication. Mais si vous permettez, cet axe est fondamental. Justement, il représente un des axes de réussite de cette nouvelle politique, de cette réorientation de l'action stratégique des pouvoirs publics et de l'État. Notre capacité à asseoir une information plus professionnelle pour exprimer d'une manière forte la diversité des expressions culturelles et des expressions de notre patrimoine culturel. Pour cela, je pense qu'il faut remercier beaucoup les médias d'une manière générale et les journaux de la presse écrite pour le travail formidable qu'ils font, mais il faut intégrer dans notre politique générale l'information que l'on est susceptible de véhiculer sur la diversité, sur la richesse de notre patrimoine. Mais là aussi, il faut rendre aussi hommage à quelques associations qui activent sur le terrain. Des associations qui nous aident beaucoup. Parce que c'est important, c'est-à-dire les associations, le rôle du mouvement associatif, je ne parle pas des budgétivores, les gens pour la Zerda, non, je ne parle pas de cela. Les passionnés. Voilà, les passionnés. Et il y en a dans ce pays-là. Par exemple en Kabylie, à Lichana, du côté, enfin dans les Ibans, à Tougourt, dans la région du Touet, il y a des passionnés qui travaillent pratiquement dans l'anonymat. Et ils font, pour la restauration, la réhabilitation du patrimoine, ils font vraiment des choses extraordinaires. Au musée, on travaille beaucoup avec des associations culturelles. À Médéa, par exemple, on est soutenu par les associations et c'est ces associations qui font que le musée active continuellement et fait qu'il y a des activités tout au long de l'année. Et nous sommes là pour juste avoir un peu on est un peu
un peu la structure qui veille sur le patrimoine, mais à travers ces associations qui nous aident et qui poussent les choses. Véhicules. Voilà. Alors, un dernier point, toujours à propos autour de l'économie du patrimoine et relatif au métier du patrimoine. Alors, un secteur où persiste malheureusement un clivage entre métier culturel et métier d'art. Alors, entre les deux, il y a quelque chose qui s'appelle l'artisanat d'art, qui est quelque chose de fabuleux, qui est un tissu. Voilà, parfois c'est c'est oralement que se transmettent des choses en l'absence d'un marché qui permet de le faire sur l'exercice, hein, alors là aussi sur les métiers, qu'on avait dans le passé, la formation que nous avions dans le passé, la formation professionnelle ne s'est pas suffisamment intéressée à ces métiers, parce que ces métiers n'étaient pas attractifs, parce qu'il n'y avait pas de débouché derrière. C'est là où je vais dire je suis moins optimiste. Tout à l'heure je disais que j'étais optimiste sur les patrimoines anciens, les choses il y a une âme dans le patrimoine ancien qui crée un effet d'appel. Mais là où je suis moins optimiste, c'est sur le patrimoine que nous créons tous les jours. Et c'est là où je dis nous sommes en train de perdre les derniers ma'allam, les derniers chouyours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une personne qui a 75 ans, 80 ans, qui avait un métier entre les mains qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et ces passerelles-là, c'est la passerelle qu'il doit y avoir entre la formation professionnelle, le tourisme et l'artisanat d'art, elles ne sont pas suffisamment consolidées aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des passerelles qui sont lancées sur l'éducation. J'ai fait faire une petite visite à la Casbah d'Alger il y a 3 jours pour 2-3 personnalités et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'élèves qui étaient à l'intérieur des musées et puis qu'il y avait des gens qui étaient en train de leur expliquer. J'ai tendu l'oreille, le langage est redescendu au niveau des élèves, etc. Et donc je me dis, sur l'éducation, c'est en train de fonctionner, c'est en train de prendre. Il y a tellement de curiosité dans la jeune génération que je suis assez optimiste. Simplement sur les métiers de la restauration, la dinanderie, les bénisteries anciennes, etc. Tous ces métiers-là, s'il n'y a pas de débouché touristique et de débouché économique à partir du patrimoine, vous ne pouvez pas injecter de la formation professionnelle parce qu'il n'y aura aucun intérêt pour ces métiers-là. Il y a un formidable chantier et il y a surtout un potentiel qui est extraordinaire parce que nous avons un patrimoine qui est diversifié et qui est étalé sur l'ensemble du pays. Quand quelqu'un nous parle de Tindouf, ou parle de la région de Touat, ou on va parler des Ibans, ou après on remonte sur le nord, sur Alger, ou sur Ypon, ou sur des choses comme ça, on est en train de dire on est dans un pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés, et donc on est étalé, diversifié, et je peux répertorier à peu près 8000 ans de patrimoine ancien de manière physique. Je ne parle pas des choses qu'on ne peut pas encore trop démontrer, à part si l'archéologie évolue encore sur ces sujets-là. Donc le potentiel, il est extraordinaire. La très très grande passerelle qu'il faut lancer, et elle intéresse aussi la restauration et la conservation du patrimoine. Elle n'intéresse pas que simplement la valeur marchande du patrimoine, elle intéresse la conservation et la reconstitution de celui-ci, s'il y a lieu dans certains cas. Donc la passerelle, c'est un pont qu'il faut lancer, parce que ce sont des métiers nobles, ce sont des métiers dignes, sana'a, c'est pas khidma. Et quand vous apprenez un métier, vous rajoutez de la dignité. Et ça, c'est une valeur patrimoniale qu'il faut reconstituer chez la jeune génération. La dignité par le travail et non pas l'attente par l'assistance. Voilà, dignité par le travail à travers des métiers qui sont des métiers nobles. Et donc, moi, je suis le premier avocat de cette passerelle. Et cette courroie de transmission qu'il faut créer entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Un dernier mot, monsieur Mourad. Oui, le constat sur la rareté de certains métiers liés au patrimoine culturel est un constat objectif. Effectivement, il y a une raréfaction des compétences susceptibles d'intervenir dans le domaine du patrimoine culturel. Mais à ce titre... Parce qu'on ne les valorise pas assez. Oui, parce qu'on ne les valorise pas assez. La disparition du tourisme, pratiquement. C'est le tourisme et l'artisanat qui créent tous ces métiers-là. Oui, mais parce que nous n'avons pas aussi pris conscience qu'il y avait un marché de la restauration qui était porteur et donc nous n'avions pas évalué
la consistance et le potentiel. Mais à ce titre, il y a eu des entendements avec le ministère de la formation professionnelle pour intégrer des protocoles de formation, des profils de formation, parfois de base, en relation directe avec le patrimoine culturel. Des gens qui sachent travailler la chaux, des gens qui sachent travailler le bois, qui sachent tailler la pierre, des personnes, des jeunes qui sachent faire de la céramique pour pouvoir pour utiliser ensuite cette céramique dans la restitution de ce que nous avons perdu dans certaines maisons traditionnelles, etc. Donc là aussi, le processus est un processus qui donnera des résultats à moyen ou long terme, mais c'est un processus qui est enclenché. Qui est en marche. Oui, qui est... et puis, je voudrais d'une manière particulière citer les métiers liés à la construction en terre, pour lesquels le ministère de la Culture a construit un établissement, donc c'est un établissement dédié à l'architecture aux architectures de terre, dont vous connaissez la réputation, c'est le fameux CAPTER, qui travaille aussi dans certaines régions du sud où les Ksours sont dans un état de conservation des fois très mauvais, donc où le centre s'attelle à restituer les métiers de la terre, de la construction en terre, pour pouvoir ensuite apporter ces savoir-faire et les restituer pour la restauration et pour la conservation de ces architectures ksouriennes. Docteur Mourad Bouteflika, maître de conférence, directeur de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel au sein du ministère de la Culture. Merci pour tous ces éclairages, votre participation à ce débat. Merci à vous également, docteur Halim Faidi. C'est pas docteur. Ah, monsieur Halim Faidi, architecte urbaniste, prix national d'architecture, prix du président de la République en 2012, je rappelle. Merci à vous également, Mohamed Balhi, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages autour du patrimoine. Et merci à vous également, monsieur Boualam Belcheb, directeur du Centre des Arts du Palais des Raïs, Bastion 23. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée. Sous le haut patronage de Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Hazine Mehoubi, participation de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel en marge de la 69e session du Festival international de Cannes, qui se tiendra du 11 au 22 mai 2016 pour la promotion des derniers produits cinématographiques algériens. Participation de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel au pavillon 107, village international Cannes. Et la participation de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel au Festival de Cannes en partenariat avec la télévision algérienne.
Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur le plateau de 52 chrono pour une nouvelle émission, la 30e depuis le début de la saison. Aujourd'hui, on reviendra sur le national de judo à la salle Harsha dominée par les athlètes du GS Pétrolier en l'absence des internationaux. On parlera également du championnat arabe junior d'athlétisme à Tlemcen. L'Algérie termine en 3e position avec un total de 39 médailles, dont 7 en or. La Coupe d'Algérie de Vovinam Viet Vodao à la salle Harsha, organisation irréprochable et une rude concurrence pour les principales places d'honneur. Et puis on reviendra également